Faut-il passer directement par la banque pour obtenir son financement ou alors faut-il passer par un courtier en crédit? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on est parti. Bonjour les investisseurs efficaces, c'est Franck du site immomillion.com. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Je suis actuellement avec Eric qui est mon courtier en crédit. Enchanté. Donc on se trouve dans les bureaux de CAFPI à Strasbourg et on va tout de suite voir à quoi sert un courtier et en quoi ça peut nous être intéressant nous en tant qu'investisseurs efficaces. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et n'oubliez pas la petite cloche qui va avec pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Bonjour Eric. Bonjour Franck. Enchanté. Alors Eric, tu es courtier en crédit sur Strasbourg. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qu'est-ce que c'est un courtier finalement, à quoi ça sert et puis qu'est-ce que ça peut nous apporter nous en tant qu'investisseurs? Absolument, très bonne question Franck. Alors, c'est vrai que la plupart des gens se posent la même question. Qu'est-ce qu'un courtier? C'est vrai, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas forcément. Alors, ce qu'on arrive à faire, et c'est d'ailleurs pourquoi le monde du courtage aujourd'hui prend de l'essor un peu partout en France, c'est qu'aujourd'hui on arrive à optimiser au mieux le crédit. C'est-à-dire qu'à vous trouver un coût assez peu onéreux par rapport à ce qu'une banque peut vous proposer. Sachant que chaque client aujourd'hui a forcément un compte bancaire. Donc quand il s'agit d'un crédit immobilier, il va forcément voir sa banque. En passant par un courtier, le courtier, lui, a une hauteur par rapport au marché et lui travaille avec toutes les banques. Donc forcément, cette possibilité-là que l'on vous donne, c'est non seulement d'optimiser au mieux votre coût du crédit, mais aussi de vous proposer en fonction du profil client des possibilités de prêt, à savoir des prêts conventionnés. Oui. Ça peut être le prêt PASS, le prêt à l'accession sociale. Donc aujourd'hui, ce que je dis à la plupart de mes clients, le devis est gratuit. Donc le client aujourd'hui n'a rien à perdre en passant par nous, puisque le devis est gratuit. Il ne paiera ses honoraires que si l'on finalise ensemble. C'est ça qui est intéressant, on va en revenir après. Donc voilà, vous avez compris, un courtier, ça vous coûte rien tant que finalement vous souscrivez pas à l'offre de prêt. Ça veut dire que vous pouvez passer par un courtier, il fera les recherches pour vous, mais tant que clairement vous n'acceptez pas son offre de prêt, enfin son offre de prêt, oui voilà, finalement vous n'aurez aucun honoraire tant que l'offre n'est pas acceptée. J'ai juste d'autres mots à rajouter. Alors, on a parlé tout de suite d'une réduction de coût du crédit en passant par le courtier qui lui travaille avec toutes les banques. Oui. Donc, du fait de cette possibilité-là de slalomer en fonction des banques, en fonction des meilleurs taux, en fonction des banques les mieux positionnées, puisqu'on va rechercher le meilleur taux, certes, oui. La meilleure assurance, oui. Mais aussi optimiser, et ça les clients ne le savent pas, la garantie. Voire, je vais aller au-delà, c'est que éviter c'est de vous guider dans un parcours qui n'est pas forcément facile. Ah ça, je m'explique. C'est que quand on demande un rendez-vous, quand on essaie d'avoir un rendez-vous via un conseiller bancaire, quelles que soient les banques, on a du mal à l'avoir en ligne. Si ce n'est un 08 ou autre, c'est très compliqué. Oui. En passant par nous, voilà, on arrive à nous avoir très rapidement. On est au fait de la réglementation du prêt immobilier. On est assez disponible. Et en général, on vous fixe un rendez-vous dès le lendemain de notre rendez-vous téléphonique. Donc, avant de continuer, j'aimerais te poser une question simple. On est aujourd'hui en 2018, on est en octobre 2018. Est-ce encore vraiment le bon moment pour investir en immobilier? Comment sont les taux actuellement? Et est-ce que c'est encore propice à l'investissement immobilier? C'est vrai que beaucoup de personnes se posent cette question. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus sur les taux immobiliers actuels? Alors moi, ça fait pratiquement 10 ans et demi que je suis dans le monde du courtage en crédit immobilier. Alors on a connu de très belles périodes, de très belles années. Effectivement, il y a 3 ans, on avait parlé de taux historiquement bas. D'ailleurs, des clients, et surtout en Alsace, parce que
la région de France, on était le mieux loti. Je précise qu'on est sur Strasbourg, donc chez CAFPI à Strasbourg. Oui. CAFPI Strasbourg, effectivement. Alors, du coup, en Alsace, c'était la région où les taux étaient les plus, en tout cas les plus bas. Ouais. Et beaucoup de clients, alors ce qui fait que ça avait été relayé dans toute la presse, etc., presse audiovisuelle ou autre. Du coup, des clients parisiens ou des clients du sud de la France nous appelaient pour essayer d'avoir, de dénicher de très bons crédits chez nous. Alors donc on s'est dit, il y a 3-4 ans, on était passé on avait vécu des taux, un cap historique. Ce qui ensuite, l'année d'après, les taux sont légèrement remontés, sachant qu'aujourd'hui les taux sont extrêmement bas. Donc on avoisine un petit peu les taux qu'on avait connus il y a 4 ans. Voilà, c'est ça, donc oui, il faut investir. C'est le moment. Voilà. C'est le moment d'investir. C'est une excellente année, voilà. Effectivement. C'est un bon cru. C'est un bon cru en tout cas pour pouvoir investir. Voilà. On dit souvent que le meilleur moment pour investir aussi au niveau des prix de l'immobilier, c'était il y a 10-15 ans en arrière parce que voilà, les prix étaient beaucoup plus bas aussi malgré les taux importants. Mais aujourd'hui, les prix sont légèrement remontés. Mais voilà, à contrario, à côté, on a ces taux historiquement bas. Et donc, c'est le moment de se créer de la rente. Donc, comme je le dis dans mes vidéos, emprunter sur la période la plus longue possible pour derrière avoir la mensualité la plus basse possible et pouvoir sortir du cash flow positif, donc une rente. Donc c'est vraiment, on est dans l'époque de la rente, c'est maintenant le bon moment, donc voilà, lancez-vous. Alors encore une question, pour quelqu'un qui voudrait pas forcément passer par un courtier, pour aller voir une banque, enfin qu'est-ce qui fait finalement qu'une banque décide ou non d'accorder un crédit immobilier? Quels sont les éléments que va prendre en compte la banque et voilà, Alors, ce que la banque va demander, alors aujourd'hui, donc un client, alors s'il passe directement via sa banque, voilà, sera obligé de fournir, pour commencer, c'est ce que la banque verra, ouais, ses relevés de compte. Donc des relevés de compte, okay, assez, on va dire, avec des opérations créditrices de préférence. Ouais. Parce que si on a un solde débiteur, alors ce qu'on va demander, c'est les 3 derniers relevés de compte. Donc si on a un solde débiteur, la banque ne fera pas confiance. Ne vous fera pas confiance. Ensuite, si vous avez des commissions d'intervention, s'il y a plus de 3 commissions d'intervention, c'est pas non plus intéressant. Tu peux juste préciser qu'est-ce que c'est des commissions d'intervention? Bien sûr. Alors des commissions d'intervention, ce sont que si vous n'avez pas réussi à négocier ces commissions-là, c'est-à-dire si on dépasse un plafond de découvert, okay, autorisé, là, à ce moment-là, vous avez des commissions d'intervention. Okay. Donc voilà, c'est le dépassement du solde, on va dire, voilà, autorisé. Okay. Et si vous en avez plus de 3, et c'est au cas par cas, tout dépend des, ouais, banques, bien entendu, la plupart des banques refusent. Alors pour certaines, c'est 3, pour d'autres, c'est 6 commissions d'intervention, mais dans tous les cas, le dossier sera refusé. Okay. Voilà. Donc déjà, munissez-vous, ouais, de très bons, voilà, de bons relevés de compte pour pouvoir prétendre à un crédit immobilier. Les relevés de compte soient propres en quelque sorte. Deuxième chose, alors, il y a quelques années, on arrivait à financer des gens sans apport. Aujourd'hui, l'apport est nécessaire, en tout cas un minimum. Même si aujourd'hui on peut, puisqu'on a cette latitude de travailler avec toutes les banques, même si aujourd'hui il y a 1 ou 2 banques sur le marché qui réussissent, qui ont encore cette possibilité de nous financer sans apport, oui, sachez que ces 2 banques demandent à ce qu'il y ait de l'épargne résiduelle. Résiduelle, ça veut dire que, pardon, une épargne, à ce qu'on ait une épargne actuelle, quoi. Actuelle, ouais. Donc du coup, les banques vont demander à ce que, même si on n'a pas la volonté de mettre des sous en apport, au moins on a cette soupape de sécurité qui nous permet d'appréhender certaines charges futures. C'est ça, voilà. Donc on peut parler par exemple d'un nantissement ou bien quelque chose comme ça, quoi. Donc qui est à côté l'épargne nécessaire en cas de pépin, quoi. Donc on dit souvent que c'est possible, oui, d'investir sans apport. La preuve, voilà, je l'ai fait moi-même pour mes investissements. Mais tu le dis, voilà, il faut quand même avoir un certain matelas de sécurité à côté. Appelle ça l'épargne de confort. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Qui permet de pallier à certaines charges éventuelles. Ok. Et encore un élément, la situation professionnelle, est-ce que ça joue beaucoup? Est-il vraiment nécessaire, indispensable d'avoir le CDI pour investir, le fameux CDI? Alors là, effectivement Franck, c'est intéressant que tu me le soulignes, parce que, alors on a parlé des relevés de compte, ça c'est un fait, oui, mais ce que la banque va voir, c'est vraiment un faisceau d'indices
concernant donc le client, ça veut dire qu'elle va voir, alors on a parlé, tu viens de dire à l'instant, tu as parlé de l'aspect professionnel, Oui. ce qu'elle va voir c'est l'ancienneté. L'ancienneté de l'emploi. De l'emploi, oui. Donc voir un peu depuis combien de temps le client est dans cet emploi. Donc la stabilité en quelque sorte. Voilà, on privilégie la stabilité. Ce qu'on va privilégier, c'est le CDI. Alors pourquoi le CDI, le contrat à durée indéterminée? Parce que on a quand même une certaine visibilité sur plusieurs années. Or, si on est via un CDD, un contrat à durée indéterminée, là, à ce moment-là, les banques mettront... ce sera un peu plus compliqué, quoi. Un peu plus compliqué, mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même des solutions qui existent s'il y a derrière une certaine stabilité par rapport au CDD, si par exemple il y a un enchaînement de CDD sans période creuse ou des choses comme ça? Non, la banque refuse. La banque refuse systématiquement. Pour eux, ça reste un boulot précaire, donc la banque refusera de financer. Par contre, pour les intérimaires, pareil, c'est la même chose. Donc les banques refuseront de financer les intérimaires, sauf à prouver que c'est un choix de vie de la part du client. C'est la définition de bancaire. Choix de vie dans le sens où il faudrait, pour avoir une visibilité à long terme, il faudrait arguer de 3 années minimum pour pouvoir prétendre à un crédit. D'autant qu'on fera la moyenne des 3 années en question. Pour voir le revenu moyen aussi. Pour voir le revenu moyen et ensuite se baser. Oui, effectivement, donc c'est jouable. Ouais. Mais pour ce qui est du CDD, j'insiste là-dessus. Alors, sauf CDD contractuel de la fonction publique, où là, effectivement, on n'est plus titulaire comme à l'époque on pouvait l'être pour les fonctionnaires. Donc là, je parle des fonctionnaires particulièrement. Oui. C'est-à-dire qu'on était, à l'époque, on devenait titulaire après 2 ans, après 1 an, voire 2 ans d'ancienneté dans la fonction publique, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc il faut attendre 4 ans, 5 ans. Donc on a des CDD renouvelables 1 an, voire 2 ans, donc effectivement, par la suite, voilà. Ok, oui. Donc on l'a bien vu, le CDI qui est quand même le fameux CDI, la meilleure chose quoi finalement pour l'emprunt. Hein. Donc si à l'heure actuelle vous n'avez pas de CDI, que vous voulez investir dans l'immobilier, peut-être faudrait-il quand même aller dans la voie du CDI. Après, il existe des solutions, par exemple, souvent il y a aussi souvent la période d'essai qui bloque. Hein. Il y a souvent des longues périodes d'essai pour les CDI. Il y a des choses, par exemple des promesses d'embauche ou des choses comme ça, c'est des choses qui se font. Alors, en cours de période d'essai, une promesse d'embauche pour montrer qu'on aura le CDI ou quelque chose comme ça? Voilà, alors si le client est en période d'essai, oui. Il ne pourra pas prétendre à un crédit sauf comment dirais-je, à prouver, à démontrer sa promesse, à montrer à la banque sa promesse d'embauche. Okay, voilà, donc il faudrait des éléments de l'employeur qui prouverait, voilà, parce qu'on est toujours dans cette idée de précarité de l'emploi, puisque si la période d'essai n'est pas renouvelée, à ce moment-là, ce sera plus. Il n'y aura plus rien, c'est ça. Ok. Ensuite, prochaine question. On parle beaucoup du taux du crédit, que les taux sont historiquement bas, donc voilà, on veut aussi toujours gratter le taux le plus bas. Mais dans un crédit immobilier, il n'y a pas que le taux qu'on peut négocier, ou bien quels sont les autres éléments, je veux dire les conditions par exemple, ou bien est-ce qu'il y a vraiment que le taux finalement qu'on peut négocier, ou alors toi en tant que... Voilà. Alors il n'y a pas que le taux qu'on peut négocier, puisqu'il y a aussi les assurances qu'on peut négocier. Okay. Alors aujourd'hui, les banques ont toujours privilégié leurs assurances, qu'on appelle l'assurance groupe, par rapport à la délégation d'assurance qui peuvent être souscrites via des compagnies d'assurance. Et souvent, les courtiers, aujourd'hui, ont des partenariats avec ces compagnies d'assurance, et notamment CAFPI, qui, par le biais d'Accélérasure, aujourd'hui, a pu tisser plusieurs contrats avec les grandes compagnies d'assurance, avec les assureurs. Et du coup, alors c'est pour vous donner un ordre d'idée, on est entre 3 et 5 000 contrats mensuels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu négocier d'excellents contrats auprès de ces assureurs, on fait bénéficier nos clients, effectivement, du fait de cette visibilité, du fait de ce volume de dossiers. Ouais. Et du coup, on a pu, donc notre assurance, on a un prix coûtant, il n'y a pas de marge. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire le prêt, puisque c'est dans notre intérêt, ne pas faire que l'assurance, bien entendu. Et du coup, aujourd'hui, les banques, ce qu'elles ont toujours fait, c'est marger au maximum via leurs assureurs. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, qu'est-ce que c'est que l'assurance groupe par rapport à la délégation d'assurance?
Concernant, pour ce qui est de l'assurance groupe, ce que les banques ont toujours fait, c'est qu'elles ont pris, pour établir un barème, elles ont pris deux catégories de personnes les plus opposées. D'un côté, on a les personnes âgées, les malportants et les fumeurs. De l'autre côté, on a les non-fumeurs, les bien portants et les jeunes. Donc du coup, on a fait un mélange des deux et du coup, on a eu un barème. Alors que pour ce qui est de la délégation d'assurance, c'est au cas par cas, c'est vraiment le cas particulier, c'est en fonction des critères. Si on est non-fumeur, si voilà, c'est en fonction, on est vraiment dans l'aspect particulier du client. Donc voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même plus intéressant passer via une délégation d'assurance. Donc d'où l'idée de dire qu'effectivement l'assurance est beaucoup plus, on a cette possibilité de la négocier. Ok, ouais. À part l'assurance, oui. Pour ce qui est de la garantie. La garantie. Alors il y a la garantie. Alors tout dépend des. Pour ce qui est des fonctionnaires, par exemple, on a une garantie qui est aujourd'hui remboursable, qui peuvent leur être remboursées totalement. Pour ce qui est des, on a une certaine. Tout dépend des CSP. On a des catégories socioprofessionnelles qui aujourd'hui bénéficient d'une garantie qui serait moindre par rapport à celle proposée pour des clients standards. Voilà. Il existe aussi différents types de garanties, tu peux peut-être nous en parler? Alors, on a deux types de garanties, soit l'hypothèque, soit la caution. On a plusieurs types de garanties, mais on va retenir que les deux principales, qui est soit l'hypothèque, soit la caution crédit logement. Pour ce qui est de l'hypothèque et de la caution crédit logement, aujourd'hui, les deux ont la même finalité. Ça veut dire quoi? C'est permettre à la banque qui vous octroie le prêt, d'accord, de se prémunir d'une garantie en amont, donc avant de vous prêter cet argent. Elle va demander, si c'est une hypothèque, une inscription hypothécaire auprès du notaire, ou elle va demander une inscription auprès du fonds crédit logement qui lui va garantir le prêt. Mais dans les deux cas, la finalité est la même, c'est que quoi? C'est que si le client est insolvable, la banque va demander, si c'est une hypothèque, elle va demander au notaire la vente du bien pour réclamer ses sous. Si c'est le fonds crédit logement, le fonds lui aura déjà remboursé ce prêt-là, mais charge après à ce fonds-là de se retourner vers le client pour vous demander la vente du bien. Donc dans les deux cas, la finalité est la même. Ok, oui. Donc il n'y a pas un avantage à passer par un cautionnement quand même, ou plutôt qu'une hypothèque? Ce que vous diront les notaires, c'est que l'hypothèque est plus intéressante que la caution. Forcément, les notaires gagnent plus de sous par ce biais-là. Voilà. Pour ce qui est du fonds crédit logement, alors il y a deux avantages. C'est que l'hypothèque que vous allez payer en une fois, comme la caution que vous allez payer en une fois en amont du prêt, donc au démarrage du prêt, l'hypothèque est à fonds perdu, tandis que la caution ne l'est pas. C'est-à-dire que vous avez une partie récupérable, donc tout dépend des cautions, mais la plupart des cautions sont récupérables à hauteur de entre 60 et 70%. Donc ça c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage c'est quoi? C'est que si vous avez pris une hypothèque en amont du prêt, c'est que quand vous allez revendre, on ne peut pas revendre un bien grevé d'une hypothèque. Donc il faudra prévoir la levée de l'hypothèque qui va vous coûter entre 700 et 1000 euros. En frais, en plus de l'hypothèque qu'on a déjà payée du coup. Et qui est à fonds perdu. Donc du coup, la caution, il n'y a pas de levée de caution par définition, donc ça vous coûtera 0 euros. Okay, donc on peut presque dire que l'hypothèque est 3 à 4 fois plus chère au final en cas de revente que le cautionnement. Donc le cautionnement est plus intéressant. Notamment de par ces deux avantages que sont la récupérabilité d'un côté et la non-levée de caution puisque ça vous coûte 0 euros. Ok Eric, dernière question, après je te laisse tranquille, je pense que tu as encore quelque chose à faire après. Mais voilà, est-ce que tu pourrais nous donner pour finir un petit truc croustillant, là, un petit truc, une petite technique spéciale pour quelqu'un donc qui voudrait aller voir directement sa banque, et un petit truc spécial qui vraiment lui permet d'obtenir à coup sûr son crédit immobilier, le truc qui peut-être fera la différence pour quelqu'un. Donc voilà, est-ce que tu as un petit truc à nous donner là? Alors Franck, je n'ai pas de baguette magique, j'aurais aimé te l'apporter, mais aujourd'hui, pour moi, à mon sens, faire un crédit immobilier, c'est déjà prévoir des relevés de compte sains, prévoir un minimum d'apport. Voilà, vraiment un minimum, je dis bien un minimum, ça peut être même 2-3 000 euros. Ou alors de matelas de sécurité. Voilà, ou alors prévoir une épargne quand même, on va dire un minimum, pas forcément conséquente, mais au moins une épargne, on va dire, de confort assez minime, quoi. 5-10 000 euros. 5 000 euros, on va dire 5 000 euros.
Et dernière chose importante, c'est quoi? C'est que quand on prévoit d'acheter un bien immobilier, il ne faut surtout pas souscrire un prêt auto les 2 ou 3 mois avant, voire même les 6 mois avant, et surtout pas n'avoir et pas de crédit conso. Donc évitez toutes sortes de crédits, que ce soit un crédit auto conso, voire même un crédit travaux, mais en tout cas évitez, essayez d'assainir au mieux vos crédits pour pouvoir acheter plus facilement et surtout à des conditions intéressantes, tout en sachant que ces conditions intéressantes sont fonction d'un profil client et sont fonction de tous ces critères que j'ai évoqués avec vous tout à l'heure. Ok, donc voilà, surtout pas de crédit pour financer des passifs comme une voiture ou voilà, des meubles ou qu'est-ce qu'on peut acheter avec un crédit conso, voilà. Mais toujours utiliser les crédits dans le bon sens, donc l'effet de levier dans le bon sens pour financer des actifs qui derrière vous rapporteront de l'argent. Donc on répète juste les 4 points principaux. Donc soignez vos relevés de compte quoi, pour que vos 3 derniers relevés de compte soient sexy, qu'ils soient propres, qu'il n'y ait pas de découvert et des choses comme ça. Le deuxième c'était l'apport, un minimum d'apport. Quand je dis minimum, ça peut être de 2 3 000 euros. 2-3 000 euros, voilà, ça fait toujours plaisir pour payer une partie des frais de notaire ou quelque chose comme ça. Une épargne de confort. Une épargne de confort. Ça peut être aux alentours entre pareil, même chose, 2, 3, 5 000 euros. 5, 10 000, enfin oui. 2, 3, 5 000 euros. Même ça, voilà, 5 000 euros. Voilà, je pense que de nos jours, tout le monde est capable d'avoir 5 000 euros de côté, donc même si ce n'est pas pour les injecter dans le projet. Et la chose à proscrire, ne pas avoir de crédit. Et surtout ne pas avoir. Ni auto, ni conso, ni travaux. Point important. Franck. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir. Et puis, dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc là, on se trouve bureau CAFPI à Strasbourg. Alors voilà, au 48 rue du Vieux-Marché au Vin. Voilà. Éric Benamron, vous demandez Éric. Éric Benamron. Tout simplement. Il vous sera un plaisir de vous accueillir. Ce sera avec plaisir. Est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur un site internet ou quelque chose comme ça Écoutez, pas forcément. Oui, vous pouvez regarder sur le site de CAFPI directement. Sur le site de CAFPI, je crois que vous avez une page Facebook aussi, non? On a une page Facebook, voilà. On a. Strasbourg. N'hésitez pas, mais juste demandez quand vous venez au bureau. Demandez, enfin quand vous appelez surtout. Demandez Éric Benamron. D'ailleurs, on a fait des dossiers ensemble. Et ça s'est très bien passé. Et on a gagné beaucoup d'argent ensemble. Donc... Et surtout pour les rachats, n'oubliez pas. Voilà, c'est ça. Hein. Par exemple, dans mon cas, j'avais un autre bien immobilier au moment de négocier pour le deuxième. Et Éric, finalement, m'a permis d'obtenir un très bon taux pour l'achat que je voulais faire en cours. Donc, et aussi un rachat à un meilleur taux sur mon premier bien immobilier. Donc finalement, on a fait d'une pierre deux coups. Et voilà, c'est que du bénéfice. Petit point, pour ce qui est des rachats, juste pour vous donner un ordre d'idée, chers téléspectateurs, on a réussi en moyenne à faire gagner à nos clients entre 40 et 50 000 euros. Mon record, ça a été 250 000 euros. Voilà, pour un seul client qui avait pas mal de crédits. Okay. Donc voilà, donc on y gagne en termes de taux, en termes d'assurance. Donc allons-y, allez-y. Okay. Voilà, donc tu parles là de grosses restructurations pour quelqu'un qui est déjà propriétaire de plusieurs biens, par exemple. Ou pas forcément, même d'un seul bien immobilier. Voilà, sachez qu'on y gagne sur tous les tableaux. Ok, parfait. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse maintenant, je vous invite à voir dans la description de la vidéo. Vous y trouverez une formation offerte de 2 heures. Donc c'est une formation vidéo que vous recevrez par mail. Pour ça, vous verrez, il vous suffira d'entrer votre adresse mail et vous recevrez 5 emails donc sur 5 jours. C'est une formation de 2 heures, donc on verra ensemble comment définir son objectif d'investissement, comment négocier, comment obtenir son crédit immobilier, donc en reprenant beaucoup les conseils que Éric vous a donnés déjà dans cette vidéo. Et puis plein d'autres choses, donc voilà, allez voir dans la description de la vidéo. Nous on vous dit à bientôt, enfin moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie, ciao.